Quand vous dites que les grands pays sont endettés et donc si on s'endette, on va devenir grand, mais non, vous vous trompez. C'est vrai que le Japon est hyper endetté à plus de 200% de son PIB. Mais le Japon est endetté auprès des populations japonaises et en monnaie japonaise. Le Japon n'est pas endetté en dollars auprès des États-Unis ou de la Banque mondiale ou du FMI. Donc, il ne faut pas comparer. La Chine, vous prenez l'exemple, oui, la Chine est endettée, mais elle est endettée en monnaie locale auprès des populations chinoises. Et puis l'utilisation, la Chine et le Japon sont de grands exportateurs de Sony, Mitsubishi, Honda, Kia et compagnie. C'est pas du café, du cacao, des arachides, de l'anacarde, les sacs de jute. Non, c'est pas du tout ça. Il faut pas comparer. Et puis vous prenez, les États-Unis sont hyper endettés. Oui, les États-Unis sont endettés, mais sont endettés en dollars. Et tout le reste du monde est endetté en dollars aussi. Donc les États-Unis peuvent fabriquer autant de dollars qu'ils veulent et puis distribuer au reste du monde. Ça n'a pas de douleur pour eux. Et puis tous ces pays que vous citez là, leur gouvernement aujourd'hui s'endette à taux d'intérêt zéro. Vous prenez l'Europe, oui, l'Europe est endettée, mais regardez les conséquences là-bas. Regardez la Grèce, regardez l'Italie, regardez la crise de l'euro. Bon, il ne faut pas dire que la dette est bien. Posez la question aux gilets jaunes, ils vous diront. Donc, toutes les dettes ne sont pas pareilles. Il ne faut pas les comparer comme ça en disant les grands pays sont endettés, donc si nous nous endettons, nous allons devenir grands. Ce n'est pas vrai. En mai 2010, la Grèce est submergée par ses dettes. 14 États de la zone euro prêtent de l'argent à la Grèce. Ces prêts bilatéraux sont mis en commun dans un seul accord de prêt, c'est le mémorandum. En tout, 52,9 milliards d'euros ont été prêtés. C'est la Commission européenne qui gère ce mémorandum, en vérifiant aux côtés du FMI et de la BCE que les conditions d'austérité soient bien appliquées par la Grèce. Pas d'austérité, pas d'argent. Augmentation de la TVA, baisse du salaire minimum, création d'une agence de privatisation, baisse du nombre de fonctionnaires. Les États de la zone euro se présentent alors comme des sauveurs généreux. Sarkozy, Reynders, Merkel, des sauveurs. L'Europe, c'est une civilisation, c'est une famille et c'est une solidarité. Vraiment ? Primo, ces pays font des bénéfices sur un pays en crise. Ils empruntent aux banques à un taux faible pour le prêter à la Grèce à un taux plus élevé. Les intérêts se chiffrent en milliards. Deuxièmement, cet argent n'a pas servi à atténuer la crise ou à relancer l'économie grecque, mais à rembourser la dette. Et à qui ? Eh bien, aux grandes banques privées européennes. Pour la Grèce, il n'est resté que des cacahuètes. En février 2012, rebelote, un deuxième mémorandum de 130,9 milliards d'euros. Mais cette fois-ci conclu par une société anonyme luxembourgeoise créée spécialement pour l'occasion. Le Fonds européen de stabilité financière. Le FSSF, le FSB, j'arrive pas à dire EFSF, et puis personne ne comprend d'ailleurs ce que ça veut dire. Ce deuxième mémorandum est accordé toujours en échange de mesures d'austérité hardcore. Mais où le FESF trouve-t-il cet argent ? En empruntant sur les marchés financiers, bien sûr. Et si le FESF ne rembourse pas ses dettes, ce sont les peuples européens qui sont appelés à la rescousse. Car sans le savoir, ils sont les garants de cette entreprise privée à hauteur de 700 milliards d'euros. En juillet 2015, un troisième mémorandum de 86 milliards d'euros est octroyé. Cette fois-ci géré par le MES, Mécanisme européen de stabilité. Mais alors, à quoi a servi l'argent du FESF et du MES ? Eh bien, exactement à la même chose que les prêts bilatéraux. 64% pour continuer de payer la dette et 21% pour renflouer les banques grecques. En gros, pour sauver les banques européennes, la Grèce s'est endettée jusqu'en 2054. De la dette faramineuse du Japon. Ah bah déjà que les Grecs ils sont pas arrivés à s'en sortir avec 180% d'endettement, alors les Japonais avec 250% d'endettement, en réalité ils sont déjà vaporisés les gars. Ah pas si vite, je vais te démontrer que la dette du Japon en réalité c'est plutôt quelque chose autour de 10%. Ah et tu donnes dans la magie toi maintenant.
La première brique pour bien comprendre ça, c'est de garder en tête que l'argent ne disparaît jamais. Lorsque Pierre achète une action à Paul pour 100 €, quelques temps plus tard, il la lui revend pour 90 parce que le prix de l'action a baissé. Pierre a donc perdu 10 € puisqu'il avait 100 € au départ et que maintenant il en a 90. Pour autant, il y a toujours autant d'argent dans le système. Il y a 90 € dans la poche de Pierre et 10 € dans la poche de Paul. Et pour une dette, c'est pareil. Si je t'emprunte 100 € et qu'au final je les dépense en jeux à gratter chez mon buraliste, par malchance, je ne gagne pas. Je ne peux donc pas te les rendre, je fais défaut sur ma dette. Mais les 100 € existent toujours, ils sont chez le buraliste. Bah ok, c'est rigolo, mais c'est quoi le rapport avec la dette japonaise? On dit souvent que le Japon est endetté à hauteur de 95% auprès de ses habitants. Que se passe-t-il le jour où le Japon ne rembourse pas sa dette? Alors je vais reprendre l'exemple doucement pour bien comprendre. Monsieur Yamamoto prête 1000 yens à l'État japonais. L'État japonais fait n'importe quoi avec cet argent et achète des tickets à gratter pour ses fonctionnaires. Donc l'État va acheter des tickets à gratter, il donne 1000 yens à Madame Suzuki, la buraliste. Et là, oui, du coup, l'État japonais est endetté et pour autant, aucun argent n'a disparu. Bravo, tu viens de démontrer qu'à l'échelle d'un pays, le Japon n'est endetté qu'à hauteur de ce qu'il doit à l'étranger. Donc 5% de la dette du Japon, ça fait une dette totale sur le PIB du Japon d'un peu plus de 10%. Ça en jette quand même.